Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo lore. Donc là, on est sur la fin, la troisième et dernière partie consacrée à Léviathan, donc le livre de campagne qui est présent dans le livre Léviathan qui sortira sans doute un petit peu plus tard. Donc, on a eu pas mal de choses. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien c'est que vous n'avez pas vu les deux premières vidéos. Donc allez tout de suite regarder la première et la deuxième partie. Comme ça, vous aurez le contexte. Et puis bah oui, ce serait dommage de se faire un petit peu spoiler de la fin et de la regarder dans le mauvais ordre. Maintenant que c'est fait, eh bien on y va pour la dernière partie de Léviathan. Cette vidéo fait partie de toute une série consacrée à Warhammer 40 000 V10. Pour moi, ça a été plus de 4 semaines de travail et j'espère que pour vous, c'est intéressant, amusant et divertissant. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le guide. Faites un petit tour sur la page de Tipeee parce qu'avec la chaîne, eh bien, c'est ma seule source de revenus. Et en contrepartie, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, des vidéos exclusives, des vidéos en mode aussi podcast. L'autre façon de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de passer par les liens d'affiliation. Donc, vous en avez chez MyHobbyPlace, ça c'est le plus important. Et puis aussi chez Philibert et Amazon. Vous avez les liens en description, mettez-les en favoris, ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me permet toujours de m'en sortir un petit peu mieux. Alors les tyrannides, vous savez, ils attaquent déjà plusieurs systèmes, donc le système de Pyrophos et le système de Castel, et bien sûr, le monde de Sanctum ne va pas y échapper. Donc, comme l'Imperium sait que c'est un monde capital, eh bien les défenses sont extrêmement puissantes. On a aussi toutes les flottes, qui soient du Mechanicus, les flottes des chevaliers aussi, les chevaliers impériaux, ils ont aussi leur petite flotte, celles des Space Marines ou de l'Astra Militarum, tous en fait sont là et font leur maximum pour prélever le plus de tribus aux vaisseaux tyranniques qui sont en approche. Malgré tout, on sent qu'il y a une différence fondamentale, c'est que l'attaque qui vise le monde de Sanctum, elle est beaucoup plus concentrée et on a affaire à une flotte colossale. Là, on est vraiment sur ce qu'on a vu de plus gros de, je pense, toute l'histoire tyrannide, que ce soit la première, deuxième, troisième, quatrième guerre. Je pense que, enfin, quatrième guerre en l'occurrence, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je pense que c'est vraiment la plus grande concentration de bio-vaisseaux qu'on ait jamais connue. Donc là, ce qui se passe, c'est que, eh bien sûr, c'est précédé par une ombre dans le warp, comme d'habitude. Cette ombre dans le warp, elle est énorme et colossale, et bien sûr, elle va couper toutes les communications. Mais Léontus, eh bien, a prévu le coup, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a diffusé en avance, en fait, des messages préenregistrés, et il les déclenche justement quand les cieux commencent à se noircir, parce que c'est ça qui est assez apocalyptique, c'est que les cieux, en fait, disparaissent, les étoiles disparaissent, et qu'on voit, en fait, à l'œil nu dans le ciel, eh bien, des sortes de tentacules géants qui sont simplement les vrilles tyranniques qui sont en train d'approcher, qui coupent la lumière des étoiles, et c'est ce moment-là, bien sûr, quand l'ombre dans le warp commence à apparaître, et que les humains commencent à défaillir un petit peu, qui a le doute qui s'insinue en eux, que les enregistrements en fait qui ont été distribués à l'avance sont déclenchés. Donc ça a un effet assez galvanisant, où il y a toujours quelques petits coups de pistolet bolter de commissaires qui partent par-ci par-là, mais malgré tout, l'effet est quand même là. On a aussi des prêtres de l'ecclésiarchie qui sont en train d'haranguer à chaque fois les combattants pour leur dire « Vous combattez pour l'empereur, c'est votre dernier combat, faites de votre mieux, parce que si vous arrêtez pas, eh bien, si vous n'arrêtez pas là, les Léviathans, eh bien, déjà, on peut perdre Léontus, on peut perdre le Lord Seigneur Solar, et on peut après ouvrir la porte comme ça à la flotte Léviathan pour aller vers Terra. Et si l'empereur évidemment tombe, voilà, c'est la fin de l'humanité, etc. Enfin, vous imaginez bien tout ce que les prêtres peuvent trouver à dire. Alors bien entendu, c'est aussi le moment où certains cultes, xénocultes, vont se réveiller, donc tout ce qui est culte Stealer, c'est le moment où eh bien, ils essaient de faire dissension au sein des troupes de l'Imperium, comme d'habitude. Le but c'est de saper et de faire une guerre civile pour que quand les tyrannides arrivent, eh bien, les humains soient en train de se battre entre eux et que du coup, voilà, ce soit assez facile d'assimiler le monde. Là, heureusement, il y a tout ce qui est maison de chevalier, et bien les maisonnées, c'est là qu'elles vont intervenir aussi pour faire une sorte de police. Alors on peut imaginer aussi, même si on n'en reparle pas, et c'est un petit peu dommage parce qu'on nous avait parlé de l'Arbitesse, toute cette première partie elle avait commencé avec l'Arbitesse, c'est dommage, on aurait pu en remettre un petit peu une couche, je trouve, pour vraiment asseoir le côté de l'Arbitesse, et là aussi, c'est une force de l'Imperium qui est présente et qui a un rôle à jouer. Bon, on n'entendra plus parler. Mais en tout cas, vous avez les maisons de chevaliers, ah oui, c'est vrai que les chevaliers c'est quand même plus sympa à vendre, hein. Ok, d'accord, mais qui sont là pour faire un petit peu justement la police et réprimer tout ce qui est soulèvement de culte de Genie Stealer. Alors malgré toutes les défenses qu'on peut avoir en orbite, que ce soit les stations de combat, les vaisseaux, les silos au sol, et bien malgré tout, l'invasion tyrannide va poser pied sur le monde de Sanctum, et bien en fait là l'Imperium se retrouve dos au mur. Pourquoi? Parce
parce que toutes les forces qui peuvent être appelées ont été appelées, toutes les forces qui peuvent être mobilisées ont été mobilisées, donc on imagine que tout le monde a un fusil laser, personne n'est terré, tout le monde est là pour défendre sa vie, et voilà, il n'y a plus rien à faire si ce n'est se battre jusqu'à la fin et prier pour peut-être quelques retours comme ça de renforts qui seraient un petit peu tardifs, mais qui pourraient peut-être faire balancer en fait la balance du côté de la victoire pour l'Imperium. Alors on en reparle un petit peu bien sûr des White Templars. Pourquoi? Parce que eh bien, le seigneur Leontus a établi son centre de commandement dans la forteresse chapitrale, et assez étonnamment en fait le maître de chapitre est encore là. Et alors c'est quelque chose que je trouve assez étonnant, parce qu'en fait on vous a dit déjà que l'ensemble quasiment du chapitre a été envoyé de l'autre côté de la cicatrice Menictum, mais pas le maître de chapitre. Et au final je trouve ça assez étonnant de laisser peut-être le meilleur stratège, peut-être sans doute le meilleur combattant à la maison à garder le fort, alors que bah, voilà, tout le monde est parti. Surtout dans le Segmentum Pacificus, il se passait a priori pas grand chose, donc je trouve ça assez étonnant. Malgré tout, je vais vous lire un petit peu le texte pour mettre dans l'ambiance. Donc nous sommes certes peu nombreux mes frères, mais notre empereur et notre primarque ne seront pas plus indulgents. Nous nous dressons pour défendre notre monde chapitral, nous protégerons l'héritage et l'avenir de notre chapitre, ainsi nous combattons avec la force de nos frères absents, car le devoir nous l'impose. Aujourd'hui, chaque White Templar vaudra 10 Space Marines. Donc c'était les paroles du maître de chapitre Cruxor Stavro, extrait du discours du ralliement de la Redoute. Et le Redoute, c'est le nom en fait de la forteresse monastère des White Templars. Vous savez que le monde de Sanctum, il est quand même protégé par une barrière d'astéroïdes, ce qu'ils appellent le mur de Dorn. Et bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous décrit un petit peu comment c'est fait. Donc vous avez... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à retrouver ces images-là. Si je peux, je vous les remettrai. Sinon, peut-être que j'y arriverai pas. Mais en fait, vous avez des astéroïdes qui sont reliés ensemble par des chaînes colossales de plusieurs kilomètres pour former une sorte de maillage. Je me rappelle de cette vision-là. Alors, c'est peut-être dans une des publications Battlefleet Gothic que j'avais vu ça. Franchement, je vois plus trop où c'était. Mais il faut vraiment imaginer ça, en fait. C'est assez amusant parce que vous avez donc des cailloux comme ça, des astéroïdes, et puis dessus, tout un tas de systèmes de défense orbitale, un maillage avec des chaînes qui les retiennent ensemble. Et je trouvais que ça donnait une belle image de ce que pouvait être aussi Warhammer 40 000, ce monde un petit peu incroyable où on pouvait attacher ensemble des astéroïdes avec des chaînes. Alors ce mur de Dorn, aussi incroyable soit-il, eh bien en fait l'Imperium sait pertinemment que ça n'arrêtera pas les forces des Tyrannides, mais le but c'est de leur prélever le plus lourd tribut. Alors ce qui est assez étonnant aussi, c'est que du côté des Tyrannides, eh bien on a l'impression que leur avance est assez mesurée, malgré la colossale quantité de vaisseaux, eh bien ils y vont assez prudemment, donc on imagine bien que c'est un endroit qui peut ressembler à une sorte de champ de mine, donc les Tyrannides eh bien, ont conscience de ça, et ils ne foncent pas tête baissée ou pieux en avant, cornes en avant, tentacules en avant, et ils y vont de façon assez modérée. Et une fois que certains vaisseaux ont réussi à passer le champ de défense, et bien là on va avoir un nouveau type de vaisseau qui apparaît, et c'est alors des sortes de béliers vivants qui ont une proue blindée, une grosse carapace de chitine à l'avant, et qui viennent en fait écarter les astéroïdes pour créer en fait des sortes de passages pour des petits vaisseaux un peu plus spécialisés, que ce soit des vaisseaux de transport ou ce genre de choses. Donc on nous décrit aussi un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que on va avoir plusieurs façons de gérer les choses. Donc vous avez tout simplement des bio-vaisseaux qui avalent les défenses, donc qui croquent en fait les rochers. Vous en avez aussi qui viennent envoyer eh bien, des Venomtropes pour que les Venomtropes lâchent en fait tout plein de gaz corrosifs pour détruire comme ça en fait de façon chimique plus ou moins les défenseurs. Donc on a tout un tas de façons de mourir dans l'espace. Ce qu'on nous a appris aussi, c'est que bah, évidemment forcément ce qu'on a mis comme personnel de défense, eh bien c'était tous les condamnés à mort, ou alors les serviteurs décérébrés, ou alors ceux qui avaient vraiment envie de connaître le martyr le plus rapidement possible. Donc je vous dis, l'Imperium se méfie un petit peu malgré tout de Léviathan, parce qu'ils savent que ce n'est pas simplement une sorte de créature décérébrée qui n'agit que par instinct, et en fait ils se méfient vraiment des actions de la flotte ruche, et ils ont raison, parce que la flotte ruche, dès qu'elle a ouvert en fait ces sortes de corridors et de couloirs, eh bien elle attaque beaucoup plus rapidement, avec la volonté flagrante de mettre fin au conflit très rapidement. On sent qu'il y a une volonté derrière ça, et voilà, il y a ce sens stratégique de dire allez, on envoie tout ce qu'on a d'un coup, et comme ça on ne fait pas durer la guerre parce qu'on ne sait jamais. Donc les impériaux, voyant ça, décident d'utiliser tous les vaisseaux qui sont plus ou moins en réserve en orbite de la planète pour aller à l'encontre de cette nouvelle vague en fait, et on envoie aussi Phalanx. Donc Phalanx
qui contient 300 frères Imperial Fist. Donc ça nous donne aussi une notion, en fait, moi j'aime bien quand on a une notion des choses. Voilà, vous savez que dans un phalanx, eh bien, il y a 300, enfin, je pourrais dire chevaliers, mais 300 Space Marines. Voilà, alors est-ce que c'est beaucoup pas? Honnêtement, je m'attendais à un chiffre un peu plus élevé, parce que phalanx pour moi c'est quand même bah voilà, le centre de défense. Bon, je m'attendais pas forcément à ce qui est l'ensemble du chapitre, mais vous voyez, par rapport au rock, je pense que il y a moins de Space Marines présents dans Phalanx que ce qu'on avait en fait dans le rock. Voilà. Alors, dans le rock, on n'avait pas eu de valeur, on n'avait pas eu de chiffres pour comparer. Un petit peu dommage, quand on aime bien comparer avec les chiffres. Mais voilà, en tout cas là, vous en avez 300. Et pour ceux qui se posent la question, c'est bien Thor Garadon qui est à la tête en fait du Phalanx, et sa mission principale, elle est double en fait. Premièrement, c'est essayer absolument d'empêcher eh bien les vaisseaux de débarquer. Donc bien sûr, malgré la puissance de feu colossale dont il dispose, il y a tellement de vaisseaux que forcément il y a des vaisseaux qui vont passer, et même les vaisseaux qui sont détruits et qui sont attirés par la gravité de la planète et qui commencent à brûler en fait dans l'atmosphère peuvent malgré tout atterrir. Il y a quand même quelques poches de tyrannides qui ont survécu, ils se déversent, commencent à se multiplier à la surface, et ainsi de suite. La deuxième étape, ou la deuxième mission, en fait, avec les vaisseaux d'orbite, c'est aussi de détruire le réseau synaptique, parce que ce qu'on connaît, en fait, à la surface, avec, par exemple, les organismes synapses, eh bien, on a la même chose avec les vaisseaux spatiaux. Aussi étonnant que ce soit, finalement, parce que c'est des grandes entités, eh bien, ce schéma, en fait, est remis juste avec une autre échelle dans l'espace. Donc, vous avez des vaisseaux ruches, qui sont des vaisseaux synapses, et puis vous avez simplement des vaisseaux de combat, même s'ils font plusieurs kilomètres, et qui sont complètement décérébrés, et dès qu'on arrive à casser en fait ce maillage synaptique, et bien ces vaisseaux-là combattent beaucoup moins bien. Donc c'est voilà, retranscrit aussi bien à l'échelle que sur la planète, en combat corps à corps, tir, que dans l'espace avec des vaisseaux qui font plusieurs kilomètres. Alors après, je vais aller assez vite pour vous décrire les combats un petit peu au sol, mais voilà, vous imaginez très bien ce que c'est. Donc on va avoir toutes les différentes forces de l'Imperium, que ce soit les sœurs de bataille, que ce soit les custodes aussi qui sont là, il y a certains custodes, que ce soit des Space Marines, l'Astra Militarum, l'humble citoyen impérial, même si je trouve que on le met peut-être même pas assez en avant. Je pense qu'on aurait pu mettre en avant le fait que le simple citoyen impérial, qui ne fait pas partie de l'Astra Militarum, avait pris son fusil et était en train de défendre son monde. Mais en tout cas, on a voilà, ces différents types de forces militaires qui ont leur impact. Donc là, c'est un petit peu l'horreur de gloire. Il y a des défaites qui se transforment en victoire par l'intervention des titans, bien sûr. Les titans de la Légion... Alors, c'est les titans de la Légion Destructeur. Mais en fait, les tyrannides, eux aussi, hein, ils ont leur propre Légion titanique. Donc, ils ont... Alors, on nous présente les Tyrannofex comme étant des tueurs de titans aussi, pourquoi pas. On a les hiérodultes, bien évidemment, les hiérophantes, on l'imagine. Et aussi la dominatrix, hein, on nous en parle pas. Mais si vous avez joué à Epic, eh bien, vous savez, hein, avec grand plaisir que les tyrannides aussi, eh bien il y a ce réseau synaptique avec les titans aussi, avec la dominatrix. C'était un peu le général un petit peu de l'armée, c'était vraiment le centre névralgique un petit peu du commandement tyrannide. Donc voilà, en tout cas on a des dominatrix, et puis si on cherche des personnages épiques du côté des tyrannides, eh bien on nous donne les informations que on a vu quelque chose qui ressemblait au maître des essaims. Ah oui, c'est confirmé, le maître des essaims qui a été tué il y a très peu de temps, hein, avec une lame de sol, avec un frère capitaine de rempart. Eh bien voilà, il est sur le monde de Sanctum et il va coordonner en fait toutes les attaques. Et c'est ça qui est encore une fois assez intéressant, c'est de se retrouver avec eh bien, un élément noyé dans la masse. Alors noyé dans la masse en termes d'unité, vous voyez, on a des milliards d'individus tyrannides, mais vous avez le maître des essaims, et à lui seul, il va changer le cours de la guerre. En tout cas, c'est vraiment ce qui est spécifié, et le seigneur solaire Leontus lui-même est conscient que juste l'apparition du maître des essaims, c'est un danger, encore une fois, extrêmement dangereux. Donc après, encore une fois, on a eh bien, un petit étalage de l'armement tyrannide, donc on a bien des endroits qui sont imprenables, et puis qui se font prendre. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des licteurs et aussi des bondisseurs de Von Ryan, voilà, ça permet de les mettre. Il y a même un bastion qui se fait prendre juste par le parasite de Mortrex. Donc un seul parasite de Mortrex, ça infecte, ça infecte un... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il faut vraiment imaginer Alien, c'est-à-dire que le premier film, hein, donc il faut vraiment imaginer, vous faites infecter, vous savez pas trop, vous allez manger à table, et puis tout d'un coup, la cantine, voilà, vous avez un alien qui sort, et puis là, c'est à peu près la même chose, sauf que du coup, ce sont en fait des voraces, des nuées de voraces, et puis faut imaginer que c'est quand même beaucoup plus efficace en mode tyrannide qu'en mode alien, parce que eh bien ça va réussir à complètement détruire un bastion et un bunker. Donc voilà, il y a des petits scénarios comme ça qui peuvent se jouer.
Bon après je m'arrête là parce qu'on a l'étalage de toutes les entrées codex, hein, donc du Trigon, du Moloch, de l'Ormagot, du Barbound, du Tervigon, du Venomtrop, etc., etc. Donc c'est pour bien vous redire que bah, voilà, chaque entrée a sa raison d'être, des coups de biovore et ce genre de choses. Donc on va passer un petit peu ce combat. Alors donc on a bien pris conscience que le combat se déroulait au sol, mais en orbite, eh bien le combat n'a pas cessé malgré tout. Et vous avez encore une poche de résistance, quelques vaisseaux qui continuent, et bien sûr vous avez le Phalanx, toujours avec Thor Garadon. Eh bien ce Phalanx se fait aborder. Alors honnêtement, si j'étais la flotte tyrannide, j'enverrais vraiment une telle masse de bio-vaisseaux sur le Phalanx que même s'il avait une puissance incroyable, je pense qu'on pourrait en venir à bout, rien que de par la masse, de par, on peut imaginer des sortes de créatures spore-mines qui viendraient, exploseraient simplement sur la coque, ou même si elles explosent, réduites en charpie, enfin ça doit toujours créer des dommages en fait. Et malgré tout, eh bien voilà, le Phalanx réussit à tenir de par ses formidables défenses et de par sa défense intérieure aussi qui est constituée des 300 Imperial Fist qui sont là, donc malgré les incursions de, on imagine, des Lictors, des Genie Stealers, etc., eh bien ils tiennent bon. Et puis si vous avez envie de refaire ça, c'est dommage, vous voyez, là c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo, c'est dommage qu'on n'ait pas des missions qui soient vraiment plus focalisées sur ces aspects-là, mais je pense qu'on peut tout à fait refaire la défense de Phalanx avec Thor Garadon qui lutte contre, alors on peut imaginer, on n'a pas eu le vieux Born, tiens, on peut imaginer le vieux Born qui est sur Phalanx en train d'essayer de tuer justement le centre de commandement, et puis vous utilisez justement les décors de chez Games, les remparts là qu'ils ont sortis pour faire du combat en vaisseaux spatiaux, pour justement recréer cette situation là. Alors on va nous reparler de Leontus, et c'est pas le genre de gars à mener de derrière la ligne de front, au contraire il va sur la ligne de front, donc sur son fidèle cyberdestrier, de toute façon vous connaissez la figurine est sortie, et en fait, eh bien, il est suivi de toute une cohorte d'aides de camp. Donc on va avoir des officiers du Mechanicus, des officiers de communication, des officiers stratégiques pour le bombardement, ce genre de choses. Et en fait, il coordonne les attaques et en même temps, eh bien, il rassure en fait tout le monde. Et il vient. Alors, on nous apprend qu'il a vraiment ce potentiel de rassurer aussi bien un humain qu'un post-humain. C'est-à-dire que vous avez des Space Marines extrêmement endoctrinés qui, eh bien, leur morale en fait va changer par l'influence de Leontus, c'est dire à quel point il mérite en fait son rôle de haut seigneur. Et puis il a cette capacité en fait, là où il allait, il remontait le moral des humains comme des post-humains, sachant d'instinct si les soldats présents avaient besoin d'un discours enflammé, d'un rappel sévère à leur devoir ou d'un compliment sincère, tout simplement. Et je trouve que c'est assez beau ce côté, voilà, c'est juste un humain, malgré tout, il arrive à supplanter plus ou moins les post-humains et à avoir un impact en fait dans ce combat encore plus grand. Alors malgré tout, bien évidemment, il ne va pas être tout seul, nous on a aussi le maître de chapitre qui suit, et voilà, qui est là aussi comme une sorte de garde personnelle pour pouvoir le protéger, parce que évidemment quand il est au front, eh bien on imagine que les tyrannides, ils vont avoir envie de le croquer. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'à chaque fois qu'on a... en fait, il y a toujours une sorte de ping-pong scénaristique. Donc alors qu'on a justement le maître de chapitre, le seigneur Solar, eh bien, du côté des tyrannides, on va avoir les émissaires Norn. Alors honnêtement, c'est la première fois, au moment où je lis ça, que j'entends parler des émissaires Norn. Donc je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est des figurines qui vont sortir. Ça se trouve, quand vous regardez cette vidéo, eh bien les figurines sont déjà sorties, puis vous savez exactement ce que c'est, vous avez le codex. Mais en tout cas, je suis a priori assez certain que ça va être dans les nouveautés du prochain codex. Encore une fois, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai que la boîte Léviathan, donc je ne sais pas ce que c'est qu'un émissaire Norn, mais en tout cas, c'est décrit comme étant extrêmement intelligent, donc le niveau d'intelligence, alors si on le compare par rapport en fait au maître des essaims, c'est assez difficile parce qu'il n'y a vraiment pas vraiment d'éléments, en fait, j'ai juste quelques exemples de ce qu'ils peuvent faire. Donc on imagine que c'est un organisme, enfin on n'imagine pas, mais on nous dit que c'est un organisme extrêmement gros, donc voilà, extrêmement vif, et qui en fait respire encore une fois l'intelligence. Et voilà, alors quelles sont leurs missions? Et bien en fait il y en a trois, il y a trois émissaires Norn. Alors honnêtement, il y a un dessin, je me demande si le dessin qu'on a là, c'est pas justement un émissaire Norn, ça ressemble vraiment à un prince tyrannide, donc un gros prince tyrannide avec une crête un peu plus grande, donc faut imaginer, je pense, une sorte de super prince tyrannide. Bon, donc il y en a un, sa première mission en fait, c'est de s'infiltrer dans un réseau là où normalement il n'aurait pas pu
pu passer, donc on imagine qu'il a des capacités de contorsionniste, et il arrive à détruire tout un tas d'ordinateurs reliques qui étaient vraiment indispensables au fonctionnement de tout un réseau de défense, mais il n'a pas réussi à s'échapper car on a un cerf dont on a oublié le nom et qui ne sera jamais connu, qui a réussi à déclencher l'autodestruction au plasma, et ce qui a fait s'effondrer en fait toute la montagne dans laquelle il y avait les ordinateurs, et bah voilà, ça a détruit, alors a priori, mais je pense que oui, ça a vitrifié un des émissaires Nord. Voilà pour le premier. Alors pour le deuxième émissaire, c'est encore pire parce qu'on nous dit les cicatrices uniques permirent aux stratégoniens impériaux de l'identifier comme étant le fléau de la faille. Donc on en déduit quoi? Enfin pardon, le fléau de la faille aux sorcières. Donc on en déduit quoi? C'est qu'on aura un héros épique qui sera émissaire Norn, donc vous pourrez jouer soit un émissaire Norn, soit un émissaire Norn épique, qui sera le fléau de la faille aux sorcières. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il était accompagné en fait de Trigon. Lui va s'attaquer en fait aux génogermes directement des White Templars, donc je suis pas certain que ce soit le... Alors, si on imagine les Space Marines, ok, leur monde chapitral, leur génogerme, oui, c'est leur plus grand trésor. Maintenant, stratégiquement parlant, quand vous êtes en train d'assaillir une planète, le but, c'est de tout manger. Bon, envoyez une de vos forces secrètes pour aller détruire le génogerme. Ouais, parce que le temps que... Enfin, au final, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous gagnez, et le génogerme, bah, vous le mangez après. Ça change pas grand chose, et en fait le but c'est de le détruire, hein. C'est même pas de l'analyser, parce qu'après on aurait pu dire oui, peut-être que le but en fait c'était de le capturer pour avoir, d'ailleurs ça aurait été même plus intelligent, pour avoir en fait des souches génétiques pour pouvoir faire de nouveaux tyrannides qui seraient encore plus puissants. Ça aurait été intelligent. Là le but c'est vraiment juste de le détruire. Bon voilà, ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc malgré tout c'est protégé par une vingtaine des enfin les 20 plus grands Dreadnought Redemptor du chapitre. Ils se font tous détruire, mais Stavro revient, donc le maître de chapitre revient, et puis voilà, ils réussissent à blesser simplement l'émissaire qui du coup réussit à s'enfuir. Donc on a toujours, encore une fois, vous voyez ce côté, on sent que c'est un personnage spécial, héros épique, comment il s'appelle, alors j'ai pas la balétine encore, hein, on vient juste de le connaître, le fléau des sorcières, là, de la faille des sorcières, et on sent qu'il va revenir souvent, vous voyez, et typiquement, voilà, il a sa plot armor, on va dire, donc malgré toute la vindicte, il réussit à s'échapper. Et le troisième, vous me direz, le troisième, lui, sa cible, allez, on le devine, c'est bien sûr Léontus. Donc, malgré sa taille assez énorme, il réussit à se cacher. Donc, est-ce qu'il a des capacités un peu comme le Lictor? On nous dit qu'il réussit à se confondre en fait avec le décor et d'attendre que Léontus en fait passe en dessous de lui, et quand il passe en dessous, bon là il a bien choisi sa place, il tombe dessus, alors qu'il est en train de tomber, on a les aides de camp qui détectent que justement il y a une masse qui arrive. Léontus veut dégainer pour se protéger, mais il sait que c'est déjà trop tard, il sait que c'est fini, et au dernier moment, explosion juste au-dessus de lui, et il y a un missile qui vient percuter en fait l'émissaire noir juste avant qu'il ne puisse l'atteindre et le décapiter, et de cet escorteur tombent des custodes. Donc parmi les custodes, on a ni plus ni moins que Trajan Valoris. Trajan Valoris qui était sur une lame de sol, mais qui a entendu en fait l'appel à l'aide de Léontus, et qui se dit il faut absolument que je vienne défendre mon pote des hauts seigneurs de terrain. En tout cas, donc on a à peu près une force de à peu près 8-10, on n'a pas le nombre je crois, vu ce qui va se passer, je pense qu'on est dans les 8-10 custodes qui arrivent et qui viennent s'interposer. Alors ce qui est assez amusant, c'est la description. Donc il débarque en fait, l'escorteur du coup revient pour refaire un passage sur l'émissaire Norn. Maintenant l'émissaire Norn lui va réagir et va couper en deux le vaisseau avec un petit coup de queue, etc. Donc on imagine que c'est quand même une créature assez redoutable, ça me paraît assez certain. Les custodes eux se précipitent pour s'interposer entre Léontus et l'émissaire Norn. Je vais essayer de pas dire Reine Norn parce que j'ai tellement eu l'habitude d'associer Reine à Norn, parce que bon, on en reparlera dans une autre vidéo, mais voilà, donc de s'interposer. Et en fait ce qui est assez amusant, c'est qu'on nous décrit qu'ils massacrent en fait enfin massacre c'est pas le mot, mais ils se font un passage un petit peu violemment à travers les troupes de l'Astra Militarum qui sont là, les suivants de la cohorte en fait de Léontus. Donc en fait simplement
ils bazardent tout sur leur passage, et ils éclatent les impériaux pour s'interposer. Et au dernier moment, voilà, on a Léontus qui se fait sauver in extremis, encore une fois, par Trajan Valoris. Donc Trajan Valoris combat l'émissaire Norn. C'est un combat qui va durer un petit peu, donc on a quelques détails. Donc on voit que l'émissaire Norn, ça a l'air d'être une créature très rapide, avec beaucoup de capacités offensives. Pas de tir, a priori, voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce que c'est. Je dis, c'est un petit peu dommage pour moi, parce que j'essaye d'imaginer ce que c'est que cette créature, et je me dis que sans doute, peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, eh bien, en fait, on sait déjà ce que c'est cette créature, et je me sens du coup un petit peu frustré, mais en tout cas, plutôt orienté corps à corps. Je pense pas que c'est d'armes de tir, ou que ça puisse générer du plasma, bioplasma, ou ce genre de choses-là, mais en tout cas, c'est extrêmement résistant, et suffisamment fort, et rapide, encore une fois, pour lutter contre des custodes. Et j'avoue que l'émissaire Norn, c'est... Alors, en fait, l'idée, elle est toujours là, c'est que comme, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est cette créature. On nous parle du maître des essaims juste avant, et le maître des essaims pour moi c'était un peu le summum de ce qui pouvait être créé, hormis peut-être des biotitans, et encore un biotitan ça va pas être fait pour venir vraiment se battre au corps à corps contre un personnage pour faire un peu un assassinat, alors que le maître des essaims, lui, on peut l'imaginer essayant justement de tuer Léontus. Et bien là on a l'émissaire Norn qui est encore plus fort et qui ne peine pas contre les custodes, alors que les custodes, on imagine quand même qu'ils sont censés être vraiment plus résistants, mais vous voyez, encore une fois, on se retrouve toujours dans comme on ne connaît pas les règles, on ne peut pas vraiment comparer, on ne peut pas se donner non plus d'idées, et c'est là où je me rends compte à quel point, eh bien, c'est les règles aussi qui peuvent donner une idée de ce que c'est, si on n'a pas vraiment plus de description. Là, les custodes, on a vraiment l'impression qu'ils sont forts, mais pas beaucoup plus, comme une sorte de guerrier d'élite, d'un niveau d'un Space Marine, mais c'est tellement plus fort pour moi, un custodes, que les voir se faire massacrer comme ça, c'est assez compliqué. En plus, c'est pas n'importe lesquels, c'est ceux qui ont c'est des Alarus, c'est-à-dire ceux qui ont l'équivalent d'une sorte d'armure Terminator. Voilà, donc c'est vraiment les troupes d'élite. Bon, le combat, c'est une suite de joutes, etc. Et au dernier moment, Trajan réussit à abattre sa hache pour décapiter plus ou moins la créature. Malgré tout, comme la créature, eh bien, il se méfie quand même malgré tout, hein, c'est pas si facile que ça de détruire un émissaire Norn, a priori. Eh bien, il reste en fait pointé avec le dernier custodes, donc ils sont plus que deux. Tous les autres ont été décimés par l'émissaire Norn. Eh bien, il reste en jeu un petit peu, mais après on se rend compte, voilà, au bout de quelques instants, que l'émissaire Norn n'est pas en train de faire semblant, et il a vraiment, il a vraiment succombé enfin. Alors je vous lis quand même le dernier passage. Le seigneur Léontus observa le carnage d'un air grave, puis regarda le demi-dieu austère qui lui avait sauvé la vie. La mine sombre, il leva les mains et adressa au général capitaine de la Diptus Custodes le signe de l'Aquila sans prononcer le moindre mot. Valoris lui retourna son geste, puis entreprit de vérifier calmement son équipement et de recharger le cri de l'aigle. Voilà, j'aime bien cette non-débauche justement de remerciement, et ce côté tu as fait ton devoir, j'ai fait mon devoir, continuons. Alors vous vous en doutez, si Trajan Valoris a réussi à revenir et à s'interposer au dernier moment, c'est que les lames de sol aussi sont revenues, et on nous décrit que la plupart, enfin une bonne partie en tout cas des lames de sol ont réussi à revenir, et dirigées par justement Valoris, elles sont en train de défendre les systèmes de Bastior. Donc voilà, on ne sait pas beaucoup plus, on ne sait pas combien ont pu vraiment revenir. En tout cas, on nous dit que on en attend d'autres, mais si elles n'arrivent pas, c'est sans doute bien que du coup elles ont échoué à revenir. Malgré tout, le spectre qui pèse là-dessus, c'est que si les lames de sol, qui étaient pour l'instant ce qui empêchait, vous vous rappelez, les deux autres flottes russes d'avancer, eh bien si elles sont toutes sur la défense de ce monde-là, eh bien plus rien n'empêche l'invasion, enfin en tout cas plus cette force-là. Et puis on a vraiment l'impression que malgré la défense qu'on pouvait opposer au sol ou en orbite avec les différentes flottes, c'était vraiment les lames de sol qui faisaient la différence, un petit peu vraiment comme des custodes dans une force de l'Imperium. C'est vraiment des éléments prépondérants qui peuvent faire changer en fait le cours de la guerre. Elles sont toutes maintenant au secours de Léontus, et peut-être aussi que c'était ça en fait la stratégie de Léviathan dans sa globalité. Peut-être que Léviathan a vu, on peut l'imaginer, hein, franchement ça tient bien la route, on peut imaginer que on a ces deux flottes qui étaient là pour justement peut-être un petit peu dilapider les forces d'élite de l'Imperium. Ensuite on fait une attaque concentrée sur un point qui est a priori le point névralgique, et oui, hein, c'est le cas, hein, c'était là où était Léontus. Et puis au final on se dit que même
si les lames de sol reviennent, et bien au final ça libère les deux autres vrilles, donc quoi qu'il arrive, la Flotte-Ruche est gagnante dans cette affaire-là. Alors pour ceux qui attendent une fin, eh bien vous allez être déçus, je suis déçu, je vais vous lire un petit peu ce qu'on dit. Le sous-secteur Bastior avait été sauvé d'un désastre quasi certain, mais les tyrannides étaient présents en nombre et conservaient leur avantage. Tous les jours de nouveaux essaims d'invasion sur le ciel du néant, tandis que le maître des essaims dirigeait toujours ses troupes sur Sanctum, et que les forteresses de la planète étaient encore assiégées. Voilà. Et en fait, je sais pas, ça vous rappelle des choses ou pas, ce genre de finale, en fait, où au final, je dis beaucoup finale, il se passe rien, en fait. C'est-à-dire que le maître des essaims est encore là, on a eu les émissaires Norn qui étaient a priori peut-être encore plus dangereux que le maître des essaims. Peut-être que c'est des meilleurs combattants, mais qu'ils n'ont pas l'esprit stratégique du maître des essaims. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Malgré ça, malgré ces atouts dans la manche des tyrannides, eh bien, ça n'a pas suffi. L'Imperium a réussi à repousser l'invasion, mais tous les jours, constamment, il y a de nouveaux vaisseaux qui viennent. On n'en voit pas la fin et forcément, à l'usure, les tyrannides vont gagner. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire de cette fin-là. Alors, tout simplement, je vais vous raconter le dernier petit passage qui est une petite histoire. Alors cette dernière petite histoire qui fait office d'épilogue, eh bien on est justement au sein d'un vaisseau de la Ravengard, vaisseau qui s'est fait attaquer par des Lictors ou des Genie Stealers, et on a eh bien les proies, à savoir justement les membres de la Ravengard qui se transforment en chasseurs, et on nous explique que la Ravengard, sa façon de combattre, c'est en groupe attirer l'ennemi dans une sorte de guet-apens, attirer l'attention et puis le prendre par derrière, ce genre de choses. Donc ça je vous passe, c'est pas extrêmement intéressant, bon c'est sympa hein, si vous jouez à Ravengard, essayez de vous procurer le livre et puis de lire, c'est sympa pour mettre l'ambiance sur le style de jeu de la Ravengard, le style, en tout cas aussi dans le lore, hein, pas que le jeu mais de la Ravengard, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ils réussissent, bon bien sûr, à éradiquer quelques tyrannides qui étaient à bord du vaisseau, et puis le capitaine se fait appeler à la barre. Pourquoi ? Parce que les Auspex ont détecté quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier, et donc, bien sûr, ils demandent d'avoir une visualisation, il regarde et il voit en fait une sorte de tache solaire. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette tache? Et en fait il fait mais non mais c'est pas une tache, ça doit être une sorte de lune. Et au final je dis mais non mais il n'y a pas de lune en fait dans cet endroit là. Et en fait plus l'image grossit, plus il voit que ça a des tentacules, que ça bouge. Et son esprit commence à dire mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister quelque chose de cette taille là. Et si, et ça existe, ça bouge et ça se dirige vers le système de Bastior. Donc on a un nouveau type de biovaisseau. Alors on peut imaginer que ça fait, alors je ne sais pas, la taille d'une lune, on va dire peut-être 1000 km. Hein, 1000 km, c'est assez colossal, hein. C'est extrêmement grand pour un vaisseau. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est encore, comme au sein des réseaux synaptiques, une sorte de vaisseau-mère tyrannide? Peut-être. Depuis longtemps, en fait, chez les tyrannides, il y a toujours cette notion de... on ne sait pas vraiment qui est en haut de l'échelle. On a eu des choses, hein. Moi, il y a vraiment des choses qui m'ont vraiment plu. On a Tiamat, par exemple, cette Flotte-Ruche qui protège aussi un monde sur lequel il y a quelque chose. C'est pas forcément uniquement une sorte de garde-manger, comme on l'a vu précédemment dans une autre vidéo. Moi, j'avais vraiment l'idée d'un Overmind, vous savez. Alors, bien sûr, je suis peut-être un petit peu trop attaché à StarCraft, et j'ai cette image-là qui vient s'imprimer, mais ce serait une sorte de juste retour, et en fait, avoir une sorte d'Overmind comme ça, vraiment, peut-être l'incarnation, en fait, de la volonté tyrannide qui se rapproche, ou en tout cas, peut-être le cœur de la Flotte-Ruche. Après, ce qui est assez étonnant pour l'avenir, c'est de se dire que si chacune des Flotte-Ruches, en fait, a en son sein un noyau qui est cette sorte de lune, voilà, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'Overmind, on va l'appeler l'Overmind pour des soucis de simplicité. Eh bien, pourquoi l'Imperium ne l'a pas découvert avant, étant donné qu'il y a déjà eu Kraken, qui a été vaincu dans les premières guerres tyrannides, c'est pareil. Pourquoi, alors que tous les tyrannides ont été vaincus, on n'a jamais rencontré cet élément-là? Alors, est-ce qu'on peut partir en conjecture et se dire que de toute façon, il n'y a qu'une seule entité tyrannide, et peu importe les couleurs, c'est juste des variations, mais à la base on a juste une seule entité, et peut-être que cette lune, enfin cet Overmind, n'est peut-être aussi lui qu'un seul organisme, ou alors au contraire un élément d'un organisme encore plus gros, et qu'on a quelque chose qui est de la taille d'un, je sais pas, on peut tout imaginer, hein, de la taille d'un système solaire qui serait l'organisme tyrannide primordial. Il n'y a pas de limite.
si vous voulez, en termes de taille, on peut même imaginer, alors si on part dans des délires astronomiques, qu'il y a une sorte de galaxie qui est une galaxie constituée uniquement de biomasse. Bon, là, c'est si vraiment les tyrannides, ils ont bien mangé pendant presque une éternité. Mais peu importe l'idée c'est qu'on a cette entité-là, voilà, qui se rapproche, et bien sûr, on va terminer sur une phrase qu'on a dû voir dans 50 000 ouvrages. Réveillez le navigateur et dirigez-vous vers le point de Mandeville, ordonna-t-il. Nous allons tenter un saut warp. Il faut les prévenir, voilà. Et on en est là. On a cette entité-là. Alors, c'est cool, hein, cet Overmind qui se dirige vers Leontus, vers Phalanx, voilà. Maintenant, dans l'histoire actuelle, eh bien, avec tout ce qu'on... Enfin, tout ce que je... Voilà. Eh bien, je reste un petit peu sur ma faim. Hein. Ça, vous le sentez, j'imagine. Je reste un petit peu sur ma faim parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'est pas passé grand-chose. Il y a eu des combats, certes. On nous a cité un petit peu toutes les sorties du codex. D'accord. L'impact des lames de sol, ok, c'est cool, c'est sympa. Mais ça manque quand même de quelque chose de prépondérant. Enfin, il n'y a pas eu... Phalanx est toujours là, Leontus est toujours là. Bon, il est un petit peu blessé, il s'est né la tête. Phalanx s'est fait infester un peu par des tyrannides, mais il est toujours là. Il n'y a pas eu de choses vraiment dramatiques. Alors, il y a la perte de Custodes. Je pense que c'est assez dramatique. Parce qu'on peut raisonnablement imaginer, peut-être... Je me demande toujours demander, en fait, la place d'un Custodes. Qu'un simple Custodes valait autant qu'un maître de chapitre Space Marine, je sais pas. En termes de combat, je ne sais pas. Si vous avez des réponses, si des fois on a eu des récits en fait qui précisaient ça, je ne sais pas. Moi, j'aurais envie d'imaginer pour le côté lyrique, pour se faire plaisir, que oui, un Custodes vaut un maître de chapitre. Voilà, comme ça, ce serait assez sympa. La perte de autant de Custodes, c'est voilà, assez dramatique. Mais sinon, hormis ça, rien de plus. Voilà. Alors, encore une fois, et quelqu'un m'a fait un commentaire là juste récemment, et je vais reprendre ce commentaire, m'a dit, mais en fait, c'est assez intéressant qu'il n'y ait pas de fin au final. Comme ça permet à chacun de s'approprier les choses. C'est simplement des pistes, et c'est ça la volonté de Games Workshop. Alors, je vais pas répondre à ces questions en fait, parce que je me rends compte que sinon, je suis reparti sur 1h30 de vidéo, et j'ai pas envie de faire 1h30 de vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça s'arrête là. Pour l'instant, je pense en effet que c'est une bonne remarque, et c'est vrai qu'on se retrouve dans ce schéma-là, encore une fois, avec cette fin ouverte, où on ne sait pas ce qui va se passer, mais j'espère, pour le coup, je croise les doigts, je refais le point avec la vidéo où je vous disais mes espoirs pour le narratif en V10. J'espère que je vais me tromper, et j'espère que dans le codex tyrannide, on va avoir une évolution du lore, parce que sinon, si on imagine que là on a le livre Léviathan qui vient de sortir, d'ici quelques mois on va avoir le livre de campagne Léviathan qui est exactement ce que je viens de vous dire, qui vient de sortir, qui va sortir, et du coup, pour avoir la suite, il faudra attendre encore peut-être 3 mois, donc ça veut dire que dans 6 mois, j'ai toujours pas la réponse et on sait toujours pas ce qui se passe. Voilà. Bon, j'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez toujours le petit pouce up, ça c'est sympa, le petit commentaire, ça c'est très bien aussi, partager la publication, c'est aussi très cool, et puis voilà, le coup de tip aussi si vous avez envie, ça fait vivre la chaîne, encore une fois. Voilà, merci à vous tous, rendez-vous dans une prochaine vidéo, et à bientôt. Allez, salut à tous.